Bonsoir, cette heure-ci on peut dire bonsoir à toutes et à tous. Bonjour effectivement, donc Céline, Marc, Elisabeth, Lucas. Donc moi je suis Yves Maguin, je vais co-animer avec Lucas. Donc Lucas qui est le réalisateur du documentaire On a volé ma VF. Elisabeth, d'ailleurs on peut la voir aussi dans le documentaire. Et moi-même donc organisateur du festival Chant contre Chant. Donc, qui a lieu à Angers au mois de novembre, du 13 au 16 novembre exactement. Donc, festival de court-métrage avec musique originale, vidéoclip et du travail de la voix. Et donc, on vous propose effectivement aujourd'hui d'animer cette conférence. Je vais arrêter de parler et puis je vais donner déjà le micro à Lucas. Bien, bonjour à tous. Alors moi, pour commencer, j'ai une première question. Vous avez tous les trois des parcours différents, et donc savoir comment chacun vous êtes retrouvé un jour à commencer à faire du doublage. Puisque j'ai le micro, je vais répondre tout de suite. Alors moi, ce que je voulais dire avant toute chose, parce que ça me paraît vraiment important, c'est qu'il n'y a pas de comédien de doublage. Il y a des comédiens, tout court. C'est-à-dire que c'est un métier. Il faut savoir jouer la comédie, donc ça veut dire qu'il faut être capable aussi de jouer sur scène, de jouer au cinéma, de jouer dans des séries. Le doublage n'est pas un métier en soi, c'est un métier d'acteur, c'est un métier de acting. Et ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que « Ah ben non, ça c'est un métier, doubleur ». Non, c'est pas un métier, c'est un métier d'acteur, d'actrice, de comédien, de comédienne, comme vous voulez. Mais c'est ça qui est important de le dire, parce qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Après, il y a d'autres choses que mes camarades vont certainement aborder, c'est l'histoire de l'IA, et non pas Ian, mais IA, qui est en train de remplacer les êtres humains sur un certain plan, sur celui du doublage. Voilà, j'ai fini avec mon blabla. Moi, j'ai commencé à faire du doublage assez tard. J'ai eu la chance de faire tout de suite un truc énorme et donc après ça s'est enchaîné très facilement pour moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à la fin des années 80 par The Rose, ou dans les années 80, par The Rose, le siècle dernier. Hein. Et c'était un film avec Bette Midler que par la suite j'ai doublé en tant que sorcière. Mais donc The Rose, c'était un très beau film qui racontait un peu l'histoire de Janis Joplin, qui était une chanteuse de rock'n'roll, et comme moi je suis aussi un peu chanteuse de rock'n'roll, donc on m'a choisi tout de suite pour ce film, et je dois dire que j'ai eu aucun problème au niveau de la technique, qui est une technique quand même, hein, il faut dire, il y a des excellents comédiens qui n'y arrivent pas parce qu'il y a une véritable technique de dire le texte qui défile d'une manière synchrone, comme on dit. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, et par la suite j'ai eu la chance de faire des tas de super comédiennes et de super films, des films de Woody Allen, j'ai doublé Jane Close, j'ai doublé enfin des tas de super comédiennes. Et quand on double, je vais vous dire une chose, il est beaucoup plus facile de doubler un très bon comédien qu'un mauvais. Voilà, merci. Bon, bonjour, moi je suis Marc Bretonnière. Je vais continuer après ce que tu as dit. Oui, il n'y a pas de comédien de doublage, ou comédien doubleur. À la base, on a pris des cours, on est monté sur scène, on a tourné dans des films, et puis un jour vous avez la chance, des fois aussi, de rencontrer, moi, mon parrain, c'est Pierre Athé. Pierre Athé, ça vous dit peut-être pas forcément grand-chose, c'est un mec formidable, et c'est surtout la voix de Doc, dans Retour vers le futur. Et je payais mes cours de théâtre, et j'étais technicien, je montais des décors, j'étais accessoiriste. Et il me regarde, il fait « Mais Marc, tu voudrais faire du doublage ?» Je dis « Écoute, Pierre, je sais pas, j'en sais rien, on est en 1982. » Et il me fait arriver dans une société qui s'appelait PM Productions, tu vois, sous la direction de Jean de Rose. Voilà. Et donc j'étais une petite souris, j'ai attendu pendant 2 mois, 3 mois dans un grand auditorium, et puis d'un seul coup, le directeur de plateau qui s'appelait Jean de Rose m'a dit « Tiens Marc, j'ai oublié de distribuer celui-là, c'est un Man 2 là. On vous apprend des choses, Man 2, Serveur 3, Woman 4, bon c'est pour retrouver les tout petits rôles. »
Et j'ai dû dire, je devais dire une phrase. Mais je me suis gamellé, mais je me suis vautré, mais j'en pouvais plus. J'avais la trouille dès qu'on m'appelait parce que je voyais des cadors, des voix splendides, des nanas qui avaient des voix splendides et qui avaient une technique de dingue. Et moi, rien que pour dire bonjour monsieur, comment allez-vous, c'était pour ça, comment allez-vous, voilà. Et donc je me suis accroché, après je suis allé au théâtre, après je suis allé au cinéma, et puis après je suis revenu et je continuais petit à petit, voilà. Mais un jour, sur la fin d'un doublage, on est en train de manger, je suis dans un restaurant et je dis à un des serveurs « Monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir ?» Et le directeur de plateau me dit « Tu sais faire ça ?» Je dis « Non, mais ça je fais ça en rigolant. » Non, 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 demain tu passes des essais. Et je suis après allé plus vers le dessin animé, voilà. Mais c'est grâce à Pierre, qui était un homme merveilleux et qui m'a fait rentrer dans le métier. Et ce que Marc ne dit pas, c'est qu'il peut faire dans un dessin animé 14 voix différentes, ce qui est très très rare. Comme quoi il a vraiment bossé le petit talent qui avait émergé un jour et que quelqu'un a chopé au passage. Mais la vie est comme ça dans tous les domaines de toute façon. En ce qui me concerne, il va y avoir quelque chose de commun avec Marc, c'est que je suis comédienne de théâtre, télé, cinéma, et beaucoup de choses différentes qui vont jusqu'à la comédie musicale, en passant par les sons et lumières et les récitals avec des musiciens. Et ma première fois, c'est effectivement, oh, vous avez une voix, est-ce que ça vous intéresserait de... J'ai pas dit oui. J'ai pas dit oui, pour être très sincère, mais on m'a donné ma convocation du lendemain pour faire des essais, etc. Et j'ai été prise. Et quand je me suis retrouvée dans mon premier enregistrement en studio, c'était pour Les Dents de la Mer, le premier. Oui, je sais, c'est un peu humiliant, ça remonte. Mais j'ai été très très mal à l'aise. D'abord parce que c'est une technique et que c'est difficile. Ce n'est pas que être bon acteur, comme le disait très justement Elisabeth. On peut l'être, on peut choper la technique ou ne pas la choper. C'est une spécialité dans notre domaine d'acteur. Et je me suis retrouvée donc dans Les Dents de la Mer à faire quelques phrases. Et franchement, j'étais très mal à l'aise parce que tout d'un coup, j'entendais ma voix sur une magnifique femme blonde en bikini sur une plage américaine, en train de se faire bouffer après. Mais entendre ma voix sur cette beauté, alors que hors de question en ce qui me concerne de me filmer en bikini, donc c'était pas un très bon premier contact. Et après, à chaque fois qu'on m'appelait pour aller travailler, parce que ça s'était correctement passé, je pleurais avant d'y aller. J'avais peur. J'avais vraiment peur, alors que c'est devenu un boulot que je fais depuis des années, non-stop, avec une joie immense. Donc en tout cas, sachez que quand on a la moindre difficulté, la moindre peur, le moindre chagrin de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, dites-vous qu'on peut en faire toute une vie, et une vie très heureuse et enrichissante, et atterrir devant vous ce soir. Merci pour cette présentation. On est donc sur la conférence qui parle des méchantes voix. Est-ce que quand vous préparez un peu ces voix, justement, comment vous faites cette préparation, surtout quand on est dans par exemple le dessin animé ou le jeu vidéo aussi, quand on a des personnages un peu iconiques, je pense effectivement aussi à Cruella d'Enfer dans Les 101 Dalmatiens pour Elisabeth. Comment on se prépare pour incarner finalement un vilain? Moi je dirais qu'on ne se prépare pas. Bien de dire ça. Mais en fait non, parce que, autrefois, du temps de la splendeur du doublage, on voyait toujours les films avant. On vous convoquait pour une projection du film, donc on avait une idée déjà de ce qu'on allait doubler. Aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout. Mais moi, ce que je fais, c'est qu'au début du doublage, c'est-à-dire du film et tout, j'écoute très très attentivement et j'essaye d'être au plus proche de la comédienne que je double, et au plus proche. Ce qui fait que dans un dessin animé, c'est pas du tout pareil, parce que on est beaucoup plus libre dans le dessin animé que dans un film normal. Dessin animé, c'est presque... ça dépend. Chez Disney, par exemple, il faut être pareil.
pareil. Mais alors, mais pareil. Mais dans d'autres dessins animés, c'est beaucoup plus libre. Par exemple, moi, quand j'ai doublé dans Cusco, Isma, je me la suis faite à partir de ce que j'entendais. C'est que Isma, dans l'original, c'est en fait une vieille chanteuse de rock'n'roll aussi. Tiens, c'est marrant, mais c'est... Et donc, j'ai entendu tout de suite sa voix et je me suis glissée dedans. Et après, c'est devenu comme si c'était la mienne. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. C'est qu'il faut s'identifier au personnage, mais en gardant sa propre personnalité et en plus en jouant. C'est-à-dire ne pas se dire je suis en train de faire un doublage, mais là je joue la comédie. Alors effectivement, il y a l'histoire de la technique, mais une fois qu'on l'a disons, compris et qu'on est dedans, je dirais, c'est ça le truc, c'est d'être proche de la comédienne. Alors, c'est pas toujours facile parce que des fois on double des trucs qu'on... Par exemple, moi je suis très gentille dans la vie, donc je me suis retrouvée à faire des sorcières, plutôt pas désagréables, mais parfois très méchantes, comme Isma quand même, qui est tout le temps comme ça. Mais on s'adapte facilement. Alors moi, ça va être très simple parce que je suis un véritable pourri, donc je suis comme un énorme enfoiré, donc ça va être très très simple. Non, Je suis un petit oiseau comme ça? Est-ce que je suis un petit oiseau aussi? c'est très plaisant de faire des méchants. Très plaisant. Moi, vous savez aussi, bon, je fais Docteur Robotnik, c'est un faux méchant, c'est pas un vrai méchant. Vous avez différents méchants. Vous avez le méchant qui, effectivement, est cruellement méchant. Mais si je devais définir un méchant qui m'a très impressionné, mais là, c'est pas du dessin animé, c'est dans Piège de cristal. Vous vous souvenez donc de Piège de cristal? Donc, la bande, elle arrive, et c'est la première fois qu'on voyait des gars en costard-cravate. Et c'est ce merveilleux comédien qui nous a quittés, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui se pointe, il fait « C'est bien la tour Intel ?» Oui. Et il descend le mec. Et là, je fais « Oh la vache, le méchant !» Ça peut être ça aussi, le méchant. On peut avoir une voix tout à fait douce et tuer tout le monde. Voilà, c'est ça. Le méchant, alors le méchant, tu as tout à fait raison, le méchant dans le dessin animé, alors effectivement, il y a des sociétés comme Walt Disney qui veulent qu'on soit vraiment copie conforme. Et il y a d'autres méchants qu'on essaie de s'approprier. Moi, effectivement, moi, comme ça, c'est moi qui l'ai amené petit à petit et je suis rentré dans le personnage. Et il y a peut-être d'autres méchants que je ne sais pas faire. On verra bien. Mais c'est de la détente. En même temps, c'est très fatigant. Sincèrement, jouer les méchants, jouer les jeunes premiers ou les jeunes premières, c'est oh la vache, c'est bien, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Mais bon, on les a fait. Ça dépend là. Mais effectivement, jouer les méchants. Vous savez, quand on finit une journée, certaines personnes m'ont demandé, mais est-ce que c'est dur, ce que vous faites? Oui. C'est dur. C'est dur. Alors, c'est pas la mine, bien évidemment, c'est pas le couvreur, c'est pas la pluie, c'est pas le truc. Mais un jour, si vous voulez un peu approcher la dureté de ce qu'on fait, allez au cinéma, dans une salle à partir de 9h30, 10h du matin, et vous en sortez à 19h30. Vous allez voir l'état où vous aurez les yeux qui seront éclatés, vous serez raide défoncés, vos oreilles ne pourrez plus. Ben, nous, c'est ça. Voilà. Mais on aime ce métier. Non, effectivement, je rejoins Marc. Il y a des personnages évidemment romantiques et charmants qui sont très agréables à jouer, mais on ne peut pas nier que le rôle du méchant demande plus de jouissance intérieure, parce que peut-être on évite dans notre vie d'être des salopards, donc ça nous semble peut-être plus naturel. Et on doit aller chercher un peu plus profondément peut-être quelque chose qu'on enfouit et qu'on ne veut pas mettre en avant. Et au contraire, on va nous demander de donner le plus inquiétant, le plus désagréable, le rire le plus sarcastique. On va chercher des trucs, voilà, on va essayer de déranger. Donc c'est plus amusant, on va dire, plus excitant, peut-être comme travail. Moi j'ai été très heureuse un jour. J'étais raide dingue et j'ai trouvé d'une beauté à laquelle j'aurais aimé ressembler, ce qui est quand même un comble pour une petite fille, la méchante sorcière dans La Belle au bois dormant. Pour moi, Maléfique, c'était la beauté, c'était la femme, alors que c'est un monstre. C'est simplement un monstre, et pourtant je ne suis pas comme ça. Ben, il se trouve qu'un jour, on me l'a fait jouer. Et il se trouve qu'un jour, j'avais ce costume.
Et j'ai pris mon pied, pour être très sincère, c'est vrai. Alors il y a effectivement des personnages comme The Witcher, Philippa Eilhart que j'ai interprété, où j'ai beaucoup aimé une ambiguïté, une méchanceté voilà, à travailler. Mais tout dépend des personnages. Vraiment, il y a des personnages qu'on va plus travailler, d'autres ça va être plus simple. Ça ne s'explique pas. Est-ce qu'on a une part de nous qui sert plus facilement à ce personnage-là ou une autre part? Voilà, ça peut être comme ça que ça se passe. Mais je rejoins Marc sur le côté méchant qui peut avoir une voix absolument adorable, très calme, et vous flinguer, avec un grand sourire. Mais il y a juste une chose que je voudrais ajouter, c'est que quand on fait des sorcières, moi j'ai pas beaucoup de sorcières, on hurle beaucoup. Et donc à la fin de la journée, généralement on est à faune, parce qu'on a passé 8 heures. Et donc au bout d'un moment, la voix en prend un vrai coup. Et donc il faut travailler ça. Est-ce que vous arrivez à avoir un attachement émotionnel quand même avec vos personnages en doublage? Parce que ça va être tellement vite comparé à une pièce de théâtre. Vous allez travailler un personnage pendant des mois, ou en fiction, vous allez travailler beaucoup plus en amont un personnage. Il y a un côté beaucoup plus instantané dans le doublage. Et du coup, je voulais savoir votre rapport émotionnel à ces personnages. Moi personnellement, j'ai eu beaucoup de rapports émotionnels dans certains personnages. Quand j'ai joué des comédiennes, par exemple, je parlais de Woody Allen, j'ai beaucoup doublé. Mia Farrow, c'est incroyable parce qu'elle a une voix comme ça, elle n'a pas une voix comme moi. Mais je me suis mis dedans et j'ai doublé pratiquement tous les films où elle jouait. Et c'est très émouvant. Et d'autres films qui sont vraiment très dramatiques, où là, oui. Mais pour le dessin animé, non, quand même. Non, pas vraiment. Bah écoute, quand je double Bud, non celui c'est un gentil, mais Robotnik, à la maison, je me laisse pousser la moustache comme ça. J'ai un vaisseau spatial et je dis à Céline, parce que nous sommes mariés, je dis oh tu sais Céline, tu vas bien, oui. Elle me dit ça va, tu arrêtes, descends la poubelle, mais je veux plus te voir. Voilà. Mais c'est vrai que quand on double un méchant live, voilà, ça effectivement, il y a une approche. Alors, pour ça qu'on disait tous les trois qu'il est important de prendre des cours, il est important de jouer au théâtre, il est important de... Parce que quand on voit ce qu'on doit doubler, on a quand même un passé, on a quand même appris des sentiments, on a quand même travaillé des sentiments. Et donc si on n'a que 2 jours, ou même le plus dur, vous savez, ce qui est très dur aussi dans notre métier, c'est doubler ce qu'on appelle les petits rôles. Parce qu'à peine vous êtes arrivé, vous êtes reparti. Et donc il faut choper tout de suite dans l'œil, il faut choper l'intonation. Et si on n'a pas quand même travaillé les émotions, si on n'est pas artiste, si on n'a pas travaillé les émotions, on sera sec, on sera une rivière sèche. Donc on a besoin de ce travail en amont pour arriver à choper le personnage. Et quand on travaille avec des metteurs en scène ou des réalisateurs, ce qu'il y a de formidable chez vous, les artistes, les comédiens qui font du doublage, ceux qui font du doublage, c'est que vous chopez très vite les indications qu'on vous donne. Eh oui, parce qu'on a vraiment le cerveau qui va à 100 à l'heure. Parce qu'un jour on va faire un salaud, parce qu'un jour on va faire une mère de famille, parce qu'un jour on va faire ceci, on va faire cela. Donc on travaille et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que j'aime mon métier aussi, c'est que j'approche plusieurs rôles. Voilà. Oui, pour répondre à ta question, je serai courte. C'est peut-être, sauf rencontre, on appelle ça rencontrer un personnage. Là, pour un doublage, ça va être rencontrer un autre acteur qui parle dans une autre langue, ou un personnage de dessin animé ou de jeu vidéo ou de manga. Mais peut-être que l'affection qui peut se créer, à mes yeux, serait sur la durée. Quand vous avez une série, quand votre rôle revient, effectivement, affectivement, le jour où c'est une dernière, c'est comme une dernière de spectacle où vous avez joué pendant 1 an, pendant 3 ans. C'est un petit deuil, c'est un petit au revoir, c'est un petit adieu, si on a aimé évidemment interpréter ce personnage. Il se trouve que autrefois, au siècle dernier, on mettait 1 semaine pour faire un film, au moins 1 semaine. Et donc là, on pouvait vraiment rentrer dans les personnages, vraiment. Aujourd'hui, ça va trop vite. Oui, justement, j'allais vous poser la question de la durée aujourd'hui, même si c'est, Marc le disait, on peut être toute la journée, effectivement, à faire le rôle. Est-ce que
vous faites des sessions d'une journée, 2-3 jours et après vous arrêtez, ou vous faites une journée. Dans la semaine, vous faites encore un autre personnage et vous y revenez la semaine suivante. Comment ça s'organise en fait Ça, tout ça tu parles des séries, là. Pas plutôt. fort. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Oui, mais non, je sais pas, parce que moi je fais pas très très peu de séries, donc je sais pas ça, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que maintenant c'est devenu extrêmement rapide, hein, parce que une question de monnaie, et donc les choses vont beaucoup plus vite, donc on n'a pas trop le temps de se... Mais quelle était la question? Parce que là j'ai un peu déliré sur autre chose. C'était quoi la question? En gros, l'idée c'est est-ce que vous passez d'un personnage à l'autre dans la même semaine, et est-ce que c'est juste le même personnage pendant 2 jours d'affilée, et puis ensuite, voilà. Je sais pas répondre à ça. J'ai fait, je m'y colle. Et oui, oui. Si par exemple, si je suis sur du live, par exemple, on m'appelle, j'ai la chance qu'on m'appelle sur un 35 mm, ou sur une série où je vais faire un personnage, le docteur Schlups qui arrive, qui est dans un épisode. Le lendemain, je vais faire un dessin animé. Et puis après, le surlendemain, je vais faire un documentaire. Et je me lave, je me change, c'est une autre technique, c'est une autre approche. Effectivement, je libère de la place dans le cerveau. Enfin, ce qui me reste de place dans le cerveau, pas très grand. Et tu vois, c'est là on apprend à se libérer, encore une fois, les émotions, à travailler en amont dans les écoles. Oui, exactement. C'est effectivement, on est appelé dans la même semaine à faire des boulots extrêmement différents. Je vais dire n'importe quoi, si je joue le soir dans une comédie musicale et que dans l'après-midi j'avais un enregistrement prévu sur un documentaire historique, politico, sérieux, et que et peut-être même dans la même journée. Tu peux être convoqué le matin, je dis n'importe quoi, entre 10h et 13h, et tu peux avoir un enregistrement, une convocation, un autre produit, un autre projet, même un long métrage, si tu ne fais pas un grand rôle où tu restes toute la journée, mais tu interviens sur un personnage entre 14h30 et 15h30, et puis, ça tombe bien, j'ai encore le temps, je peux accepter à 17h de faire ceci, un petit voice-over, c'est-à-dire des espèces d'émissions à la télé que vous voyez doubler, vous entendez la voix d'origine et la voix française en même temps. C'est ça qu'on appelle voice-over. Et puis, bon, à 18h, il faut que je sois au théâtre, 18h30, ouais, c'est bon, super. Ça peut être ça, parce qu'on est intermittent du spectacle, et que, sans faire de bêtises pour ne pas bien faire un des produits, évidemment, il faut demander un peu, mais il s'agit de quoi? Si vous savez que vous allez gueuler pendant 2 heures dans tel produit, vous n'allez pas l'accepter parce qu'à 18h, vous êtes sur scène et il faut que la voix elle tienne. Voilà, on gère, on s'adapte. On s'adapte à vrai dire. C'est ça le métier d'acteur. Voilà. Et c'est vrai que on peut aussi, par exemple, tourner toute la journée dans un film et jouer le soir, par exemple. Et là, il y a une dichotomie qui se fait et c'est pas toujours facile, mais on aime ça. Donc, plus on joue, plus on est content. Donc, ça veut dire qu'on joue beaucoup si on tourne dans la journée et qu'on joue le soir. Donc, on ne doit pas du tout râler. On doit être super content. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la voix et je voulais vous demander si vous vous rendez compte à quel point vous nous accompagnez tous de manière consciente ou non, mais en fait, vous avez interprété en plus tellement de personnages différents qui fait que même inconsciemment, on a tous grandi un peu avec vous, enfin vous faites vraiment partie de nous et je voulais savoir si vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à transmettre finalement beaucoup grâce à la voix. Pas du tout. Alors, pas du tout. Par contre, ce qui m'est arrivé quand même quelques fois, c'est que je suis par exemple quelque part, je sais pas, une caisse ou n'importe quoi, que je parle, et là, il y a quelqu'un qui me dit « Mais je vous connais? Non, je connais votre voix !» Et là, je me rends compte qu'effectivement, nos voix ont quand même un certain impact, mais sinon... Sous le coup, là, par exemple, c'est la première fois moi que je suis dans ce genre d'événement et je suis absolument stupéfaite de la. Enfin, je veux dire, ce matin là, j'ai signé des autographes, des vrais fans, et ça, je ne savais pas. Je m'en suis un petit peu douté parce qu'il m'est arrivé la même chose. Quand Pierre m'a demandé de venir pirater, le fameux pirater, et que j'ai entendu
des gens parlaient, des comédiennes parlaient, et je faisais mais c'est, c'est, et j'étais baba, quoi, alors, il faut pas, s'il y a des comédiens qui commencent à en jouer, qui disent oui, j'ai ma belle voix, c'est pas intéressant, mais qu'effectivement, une voix accompagne, comme une musique accompagne. On a un ami, Céline et moi, qui s'appelle Stelios Vardanos. Ça ne vous dit rien, mais si je vous dis pour les plus anciens qu'il a écrit, composé Forever and Ever pour Demis Roussos, et ben il me l'avoue, il dit il y a eu beaucoup de couples qui se sont formés sur ce slow, qui était un slow légendaire, il y a eu des enfants qui ont été faits, il y a un truc, mais ça c'est l'artistique. Nous, notre plaisir, quand vous êtes venus aux signatures, quand je vous vois là, et je vous vois heureux, ben moi, en tant qu'artiste, c'est ça mon métier. C'est ça, c'est comme qu'on communique ensemble. Si je peux dire un texte d'un auteur, si je peux doubler quelqu'un, que grâce à moi il sera compris, que ce film sera compris par d'autres, par vous, c'est un bonheur formidable. Ça fait 44 ans que je suis dedans, et ça fait 44 ans que je suis très heureux de me lever. Voilà. Bien sûr, on entend à un moment donné dans nos carrières, les uns et les autres, votre voix m'a bercé. Nous-mêmes, on a été bercés par des voix, effectivement. Et je l'ai compris du coup plus vite, parce que l'opportunité a fait que je l'ai compris. C'était en étant dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Les chanteurs allaient signer des autographes, ce qui était naturel. Les chanteurs vedettes signent des autographes. Et à un moment donné, un des chanteurs m'a dit « Mais Céline, tu viens pas avec nous ?» Je lui ai dit « Non, il n'y a pas de raison. » « Ah si, ils ont demandé à avoir la reine Anne d'Autriche et la voisin. Il faut que tu viennes. » Mais non, j'ai rien à faire là-bas, ils ne m'attendent pas. Tu dis, enfin, bon, j'arrive et puis tu verras bien. Et là, effectivement, tout d'un coup, j'ai découvert ce monde de ceux qui sont nourris par un travail qu'on fait, qui sont bercés par nos voix, effectivement, qui ont les yeux grands ouverts, des étoiles plein les yeux, et qui nous disent plein de belles choses. Je suis revenue il n'y a pas longtemps de tournée de la comédie musicale Mozart Opéra Rock en Chine, et nous sommes, ça fait des années que j'y vais, mais je reviens avec des lettres émouvantes. Tout d'un coup, on se dit, ben, non seulement je fais le métier que j'aime, mais en plus je sers à quelque chose. Et on sert à quelque chose. Et encore aujourd'hui, vous nous l'avez prouvé, l'effort qu'on fait de prendre le train le matin, de venir vous retrouver plutôt que d'être en famille parce qu'il fait beau, il y a une bonne raison, c'est qu'on sert à quelque chose, et comme par hasard, ce que vous nous envoyez, voilà, ça fait l'effet dans un sens comme dans l'autre, ça nourrit les uns et les autres, donc de toute façon, c'est un grand bonheur. Et merci en tout cas. Est-ce que dans votre quotidien d'acteur, vous avez aussi recours à des coachs vocaux pour vos différents rôles, ou même pour quand vous avez des rôles chantés, par exemple? Non. C'est simple, c'est direct. Voilà. Au revoir. Salut. Alors, en plus, parce que, je n'en parle pas, mais la dame que vous avez à côté est d'une famille d'artistes. Voilà. Non, mais je chante surtout. Mais tu chantes. Et tu chantes merveilleusement bien, donc c'est une professionnelle, donc on a... J'ai pas de coach. Non, mais je trouve ça extraordinaire, c'est que maintenant tout le monde a des coachs. Avant, les acteurs, non, moi j'ai joué quand même pas mal dans des vrais films. Et donc on n'avait pas de coach. Et même maintenant, tout le monde a son coach, c'est très très important. On m'a même demandé d'être coach. Donc, même réponse que ma copine. Non. Eh ben oui. Non, attendez, je vais vous faire rigoler. C'est que en travaillant dans des comédies musicales, évidemment, j'entends des chanteurs, ça m'énerve, ça me donne envie, j'ai envie d'essayer. Donc effectivement, j'ai pris un coach de chant, parce que je ne suis pas chanteuse. Donc là... C'est pas un coach, c'est une... Voilà, ceci explique cela. Mais maintenant, elle peut devenir mon coach puisque je continue. C'est en ça que, voilà, je rejoins la question. Mais effectivement, a priori, dans n'importe quel domaine, hein, on est d'accord, mais dans notre domaine, on bosse. Il y a des acteurs qui quelquefois arrivent à une répétition pour une pièce de théâtre sans connaître le texte. Ce n'est pas être professionnel. Chacun les uns et les autres, dans nos domaines, nous sommes censés être
des professionnels, tout simplement. Donc je comprends complètement ce que veut dire Elisabeth. Travaillons. Alors moi j'ai une dernière question, pas forcément la plus simple, mais est-ce que d'après vous, le doublage est un art? Bon courage. Messieurs, dames, au revoir. Je vous laisse avec Elisabeth. Le public dit Il faudrait déjà pouvoir définir ce qu'est l'art, en général et en particulier. Alors, je vais faire Gainsbourg là. C'est un art mineur. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas vu la scène. Non, vous êtes trop jeune pour avoir vu Gainsbourg à la télévision en train de dire la chanson, c'est un art mineur. Il était bourré comme un coin. Et alors, il y avait Guy Béard à l'autre bout, il dit mais non, c'est pas du tout un art mineur la chanson. J'ai dit c'est un art mineur. Non, je sais pas. Franchement, j'ai répondu par une connerie parce que je sais pas dire c'est un art. C'est un art, oui, si on dit par exemple qu'être comédien, c'est un art. Après, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans l'art? Est-ce qu'il y a des arts? Il y a des arts qui sont plus créatifs que d'autres, peut-être. Il est vrai que moi, par exemple, ce qui m'a toujours gêné dans le métier de comédien, c'est qu'on est un petit peu quand même comme un... Comment dire, on est à la merci d'un metteur en scène, d'un réalisateur, d'un auteur, etc. Et donc, quand on a un gros ego comme moi, je préfère faire tout moi-même. Bon, je ne sais pas si c'est de l'art, mais en tout cas, c'est un très beau métier. Oui, alors, est-ce que c'est clair? Il faudrait demander à Serge Gainsbourg. C'est quelque chose qui touche. Si vraiment vous avez un peu de temps, parce que l'émission est assez intéressante, Gainsbourg était effectivement dans un état un peu fatigué, et il y avait Guy Béard, et c'est apostrophe, vous pouvez retrouver ça, vous faites Serge Gainsbourg, Guy Béard, apostrophe, vous allez vous taper une belle barre de rire. Et voilà. Et Gainsbourg, qui était un merveilleux musicien, qui était aussi un peintre de bon talent, expliquait que l'art majeur, ça va être la danse, ça va être la musique classique, ça peut être aussi du chant classique, mais que, effectivement, la musique qu'on écrit, c'est de l'art, mais qui est considéré comme mineur. Et Guy Béard a été vexé comme un pou. Il y avait Emmanuelle Béard, toute jeune comédienne, qui était dans l'assistance, et qui n'aimait pas du tout. Ils se sont écharpés entre les deux. Pivot a dit, c'est plus jamais que je ferai ça sur la chanson française. Donc, en tout cas, de l'art, oui, en tout cas, faire de la comédie, échanger, voilà. Mais c'est un très beau métier. Oui, je l'ai dit sans avoir le micro. Je ne sais pas si c'est un grand art ou un petit art. Ce que je sais, c'est que on vérifie, et on l'a encore vérifié cet après-midi d'ailleurs, ça touche. Pour moi, quelque chose, l'art doit toucher, voire peut-être changer ou servir à quelqu'un. J'ai entendu des choses cet après-midi assez étonnantes, des phrases qui m'ont été reconstituées de personnages, en me parlant presque d'un élément d'éducation. Donc ça n'est jamais anodin, on touche. Alors oui, c'est de l'art, mais je ne sais pas si c'est petit ou grand. Il y a des questions? Justement, on voulait vous laisser aussi la parole. Est-ce que les personnes ont des questions? Donc, je vais faire le passage du micro. J'ai une question pour Céline. Vous doublez l'actrice qui interprète le personnage de Lily Van Der Woodsen dans la série Gossip Girl. Kelly Rutherford. Voilà, merci. Et je voulais savoir, parce que c'est un personnage pas rigide, mais qui n'est pas trop dans le fun, qui est très carré, très, il faut que ce soit lisse, il ne faut pas que les gens sachent par les connaissances des travers de la famille, tout ça. Est-ce qu'elle a été difficile à interpréter ou est-ce qu'au contraire ça a été plutôt simple? Alors pour être sincère, je ne pense pas qu'elle ait été très difficile à doubler. Le fait qu'elle ne propose pas beaucoup de choses, qu'elle ait ce côté linéaire, très ce que j'appelle face de lune, était compliqué pour moi avec la technique dont on parlait tout à l'heure. Mais je suis ravie, je la double depuis donc des années et des années, mais elle a effectivement un côté très face de lune qui est subtil. Elle va avoir un jeu subtil. Et ça me plaît. Du coup, depuis des années. Et je l'ai rencontrée il n'y a pas plus tard que
1 mois et demi, on s'est tombé dans les bras. Voilà, en tout cas, ce côté très froid, très face de lune, très élégant, très rigide, eh ben, apporte une subtilité. Donc on a des interprétations différentes. J'aime bien ce côté un petit peu petite touche fine. On passe du jeu vidéo, du rire de sorcière. Bon, ben voilà, c'est une chose différente et j'aime beaucoup la suivre. Merci de cette question. Alors, bonjour. J'ai une question pour vous trois, parce qu'on a déjà posé la question à Dorothée Pousseau en novembre et votre réponse nous intéresse. Quand vous regardez la télé, que ce soit un film, une série, un dessin animé, vous regardez dans quelle langue? Et si c'est vous qui doublez, est-ce que vous écoutez votre propre voix ou est-ce qu'au contraire vous ne voulez surtout pas entendre votre voix? Très bonne question. Moi, je regarde toujours en VO. C'est terrible à dire. C'est pas tout forcément sympa. Mais je vais ajouter une chose, c'est que il m'est arrivé quand même quelques fois de devoir regarder un film en français parce que j'étais en province et que ça passait en français. Très récemment d'ailleurs. Mais la première fois, c'était Elephant Man. Et Elephant Man, je l'avais vu en VO. Et puis, je me suis trouvée en province, j'avais tellement aimé le film, et j'étais avec des amis qui voulaient le voir, et c'était en VF. Et au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, mais putain, mais c'est en français. Et c'était tellement magnifique. Et il faut dire que c'était un comédien qui doublait, qui s'appelle Dominique Morin, et qui est un personnage incroyable, et qui est un acteur incroyable. Et donc, je m'en étais pas perçue. Et ça, c'est un bon doublage. Ça, c'est un formidable doublage. Mais sinon, bon, c'est vrai que moi, je parle quand même pas mal l'anglais, un peu l'allemand, un peu l'espagnol. Donc, je préfère toujours quand même avoir la VO. Mais bon, pas le dire, c'est secret. Moi, je réponds très rapidement. Je me débrouille bien en anglais. Je n'ai pas la chance de parler ni l'allemand. L'espagnol, je suis d'une nullité incroyable. Donc je regarde ça doublé en français, c'est aussi bien en VO qu'en VF. Moi je sais on a une très très belle qualité en VF. Alors, il y aura peut-être des subtilités si vous êtes bilingue, si vous désirez très bien dans une langue qui n'ira pas forcément en français. Mais il y a des acteurs français, des comédiens français, si je prends Patrick Poivet sur Bruce Willis, vous écoutez Bruce Willis qui est très bien, c'est un monsieur qui a beaucoup de talent, mais c'est vrai que Patrick a amené quelque chose de tellement extraordinaire. Ça a été une telle rencontre. Et là, je fais partie de ceux qui nous ont disparu, que ce soit Jacques France, Benoît Alman, Hercule Poirot, Roger Carrel. Voilà. Donc, j'ai du plaisir en français. Mais c'est vrai qu'Elisabeth a tout à fait raison. Si vous n'entendez pas le français, là, on a vraiment gagné notre pari. Hercule Poirot, moi, je l'ai regardé en français. Tu l'as regardé en français? Je l'ai regardé en français. Oui, et quand je l'ai vu en anglais, j'ai trouvé que c'était mieux en français. Voilà. Oui, pour ne pas perdre de temps, une petite anecdote rigolote par rapport à ta question précise, justement d'entendre sa voix. Je me vois en train de faire ma tambouille à la maison, ma petite fille dans le salon, et elle regarde ceci ou cela, et à un moment donné, j'arrive avec ma casserole, plusieurs fois, et je fais « Oh, mais c'est qui comme copine? Maman, c'est toi ?» Ah oui, pardon. Ah oui, oui, c'est ma voix. Voilà, quelquefois, on ne s'entend pas, en fin de compte. J'avais une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire au sujet de la voix et de votre écoute. Est-ce que vous avez déjà eu l'habitude de doubler des comédiens en espagnol ou dans d'autres langues que l'anglais ou le japonais, dans le cas où vous ayez doublé en animé japonais? Et si oui, comment se passe cet exercice dans ce cas-là? Comment se passe l'exercice? C'est on pourrait penser que c'est l'italien le plus simple, parce que notre langue, le français, le latin, pour moi, le plus simple, c'est l'allemand. Bizarre, parce que le ton est plus lent, un peu plus lent. Les Espagnols, pour moi, parlent très vite. Les Espagnols disent des Français qui parlent très vite. Les Italiens, pareil. Ça ne change pas énormément. Alors, là où ça peut changer, l'italien, l'allemand, les langues européennes, on s'en sort. Mais il y a des langues, quand vous les écoutez, c'est très bien joué, ils le jouent très très bien, mais nous, ça nous perturbe un petit peu, les intonations. Et des fois, il y a des moments où on se dit, je ne vais pas trop écouter l'original, et on doit le faire. Mais il y a un moment des intonations qui
qui sont différentes. Et ça peut influencer sur notre jeu. Voilà. Je pense par exemple au langage, à la langue brésilienne. À un moment donné, on a des séries brésiliennes qui ont débarqué. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec votre texte français, par exemple, à dire, pour essayer de rentrer dans la bouche. Ah, vous allez faire bonjour, comment tu vas? C'est pas possible. C'est compliqué. Alors, pour moi, c'était le brésilien, une catastrophe. Moi, je vais raconter un petit truc, ça a un peu à voir avec tout. Il y avait un gros monsieur qui s'appelait Claudio Ventura et qui était un directeur d'une boîte de doublage et puis qui était aussi qui dirigeait sur les plateaux. Et c'était du genre, il vous appelait à 2h du matin en disant Elisabeth, est-ce que tu sais prendre l'accent roumain? Là, tout de suite, là. Oui, est-ce que tu peux me faire l'accent roumain? Et alors, mais c'était un personnage, comme il n'y en a plus tellement d'ailleurs dans le doublage, mais c'était un personnage incroyable. Alors, à côté de ça, je trouve que par exemple, doubler en chinois ou en japonais, c'est assez terrible. Et je trouve que même de le voir, moi je préfère voir avec avec des sous-titres, quoi. Mais par contre, moi je vais vous raconter aussi un truc, pas grand chose à voir non plus. Moi j'ai joué dans un film qui s'appelait La Prisonnière, qui était un film le dernier film d'un monsieur qui s'appelle Clouseau, que peut-être, je pense que vous êtes trop jeune pour connaître, mais moi je l'ai vu en japonais. C'était là que je me suis vu, moi, doublé en japonais. Et là, j'avoue que j'étais assez sidérée. C'est intéressant comme expérience. Parmi tous les rôles que vous avez fait durant toutes ces années, est-ce que vous avez des rôles que vous avez préférés, en tout cas un ou des rôles où vous vous êtes dit j'ai vraiment adoré cette expérience et je crois que ça fait partie de mes personnages préférés que j'ai doublés. Moi, dans les dessins animés, je veux dire, dans les dessins animés, moi c'est Cusco, c'est Isma, ça j'ai adoré faire ça. Voilà. Et il y a eu une série, alors il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu cette série, donc, mais ça a duré, on a quand même travaillé plusieurs mois, et je me suis éclatée à faire ça, mais vraiment. Après, dans les films, c'est autre chose, mais dans les dessins animés. Oui, si on reste dans les dessins animés, c'est sûr, vous me connaissez, donc ça va être tous les personnages que je fais, c'est toujours un grand bonheur de les doubler en live. Il y a une série une série québécoise, que je vous conseille, qui s'appelle Minuit le soir. C'est l'histoire de 3 Normands, des feeders, voilà, à Montréal, et qui sont un peu sur le retour. Et il y a une directrice qui est le vieux directeur vend cette petite boîte de nuit, et la directrice arrive et regarde les 3. Il y en a un qui s'appelle le petit, l'autre le vieux, le gros c'est moi qui le double, il s'appelle le gros. Et la fille dit mais vous êtes pas dans le mood quoi, vous êtes trop. Et en fin de compte, il va une amitié qui va se créer entre ces 4 personnages. Et bien quand j'ai doublé cette série, et le directeur artistique, le DA, j'ai pleuré un moment. Il y a un moment ça m'a touché. Et il a dit c'est marrant, les 4, vous avez pleuré quasiment au même moment. Enfin, dans la série, vous avez pleuré. C'est 36 épisodes, je vous le conseille. Minuit le soir. Vous pouvez vous regarder en québécois, c'est très très bien. Si vous avez envie d'entendre la version française, moi je l'aurais laissé en québécois parce que j'adore Ben oui, mais ils ont eu peur sur la chaîne. C'est du joual. Ah d'accord. C'est du joual. Vraiment, le joual, c'est le slang québécois. Et ils ont dit ah, il y en a qui vont pas forcément aimer. Bon, enfin bon. Donc je vous conseille, voilà. Il y a des moments où on double quelque chose et nous aussi, ça nous raconte une histoire. Voilà. Oui, moi je ne connais pas trop ce problème parce que malgré le fait d'avoir une mémoire normalement excellente d'actrice, je n'ai pas de mémoire. C'est-à-dire que quand j'ai fini un travail, je ne peux pas vous dire lequel j'ai préféré. Je suis heureuse d'être sur ce travail, mais c'est déjà derrière. Donc je ne peux pas te dire une préférence. Alors, pour ma part, j'avais une question assez importante. On en avait parlé il y a quelques questions précédentes, où on disait justement qu'on avait perdu quelques voix françaises assez iconiques dans le doublage. Et je pensais notamment à Benoît Allemagne, qui est décédé dernièrement, qui faisait le doublage de Morgan Freeman. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de l'IA soit toujours mauvaise, effectivement, dans le doublage, notamment quand on a des voix aussi iconiques que celle que Morgan Freeman en français, qui, je pense, a grandi avec chacun d'entre nous.
doit être utilisée par l'IA pour continuer de nous faire rêver, ou est-ce qu'on doit trouver des solutions alternatives pour remplacer des voix aussi importantes que celles d'acteurs aussi grands? Allez, je me lance. Vous avez dit une chose assez importante, de faire rêver. Je pense pas que l'IA fasse rêver. Et de continuer à nous faire rêver, c'est ça qui est important. Benoît Alman savait nous faire rêver, parce que déjà sa voix, et surtout son talent d'acteur. Et une troisième chose, nous qui l'avons connu, un cœur, mais gros comme un camion. Gros comme un camion. Et ça se sentait dans son jeu. C'était un homme gentil, un homme bon, voilà. Et c'est pour ça qu'il arrivait à remplir Morgan Freeman, extraordinaire comédien, et qui lui aussi dans la vie est un homme bon. Voilà, donc je ne pense pas. Vous savez, et puis il y a d'autres, Sean Connery, la voix française a disparu, Sean Connery était encore vivant. On a trouvé d'autres personnes, Clint Eastwood, la même voix française, c'était la même voix française, on a trouvé quelqu'un d'autre. Bien sûr, on dira, c'est pas ce que faisait Benoît, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Donc je ne pense pas que l'IA va pouvoir remplacer un Benoît. Malheureusement, l'IA va remplacer beaucoup d'acteurs et on pourrait même, dans le pire des cas, penser que c'est une profession en voie de disparition parce que ça reviendrait effectivement beaucoup moins cher de faire doubler n'importe quel comédien américain, anglais, et chinois, etc. par de l'IA en prenant des petites phrases et en les découpant en rondelles et en les algorithmant. Donc en ce moment, il y a une espèce de mouvement quand même dans le doublage pour essayer de faire qu'on continue à demander à des acteurs humains de doubler, mais c'est en mauvaise voie. C'est en très mauvaise voie. Et on a besoin évidemment de vous. Parce que après le doublage, il y a une question beaucoup plus éthique de l'humanité qui va se poser. Parlons simplement de la première étape que nous... C'est pas la première, de cette petite étape comparativement à une très très grande étape. Nous venons de soulever en répondant à votre question, justement, est-ce qu'une voix peut être remplacée? Non, tout d'un coup, il marque parce que Benoît Alman a un cœur et que ça se sent sur la voix de Freeman, mais parce que l'IA, a priori, ne pourra pas remplacer un cœur. Elle pourra remplacer énormément de choses, voire tout le reste, un jour. Tout le reste. Espérons que l'humanité, que notre cœur, notre différence, on parlait tout à l'heure de vous toucher, de se toucher, d'être touché par quelque chose, reste l'essentiel de l'humanité. Sinon, ce n'est pas une humanité. Et là, il faut qu'on réfléchisse philosophiquement et bon, voilà, chacun son travail dans son coin. Mais la chose à laquelle on peut répondre aujourd'hui, c'est que, évidemment, nous sommes en mouvement pour qu'existe le respect des voix, comme on respecte, vous savez, RGPD, on respecte vos coordonnées. Il y a eu des législations, on a légiféré. La voix, il n'y a aucune loi. Alors que s'il y a une signature de quelqu'un, c'est sa voix, son regard. Maintenant, je peux être aveugle, ne pas avoir Dieu, ils peuvent être fermés. Vous avez toujours ma voix. Et le contraire, il y a quand même des choses essentielles, le cœur, le regard, l'âme, pour ceux qui y croient, qui mettent un nom dessus, un autre nom, il y a plein d'autres noms qu'on peut mettre. Ça, l'IA, a priori, allez savoir. Merci. Alors là, ce serait beaucoup plus grave. Je suis désolé, on doit clôturer. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Lucas. Merci pour vos questions. Si vous voulez poursuivre le sujet de l'IA, au mois de novembre, on fera une conférence d'1h15 sur le futur du doublage à l'ère de l'IA pour un festival Chant contre Chant. Voilà, donc partenaire de cette conférence. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée. Oui, bien sûr. Donc vous l'aurez compris, évidemment, si vous avez les moyens de dire sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, si vous avez le moyen de donner votre préférence, votre désir, voilà, il faut donner de la voix parce que c'est encore
grave que le problème des doublages et des voix. Vous aimez les voix, vous êtes des passionnés, vous êtes concernés, on peut être ensemble. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Merci beaucoup. Merci à vous.